Nos chers amis américains. Pourquoi ce titre empli d'ironie ? Il part d'un simple constat. Depuis des décennies, et principalement après la Seconde Guerre mondiale, les Américains se sont déclarés, inventés comme les chevaliers des vertus démocratiques. Il semble donc que les représentants de ce peuple, passés de l'état barbare à décadent sans avoir connu de civilisation, soient seuls juges de la valeur des régimes dans le monde, arbitres suprêmes du bien et du mal, jusque dans les pensées intimes relevant de la sphère domestique. Pour comprendre l'origine de ce déterminisme, il fallait remonter à la création non pas des États-Unis, mais bel et bien des premières colonies d'Amérique. Comment ce peuple, qui n'a qu'une histoire de 2 siècles, est-il parvenu à contrôler la politique mondiale de nos jours ? En quoi ces idées de liberté et d'égalité peuvent être considérées comme fallacieuses et iniques au vu des différents éléments de l'histoire, sciemment occultés par les élites depuis la création des États-Unis ? Pourquoi ce pays est-il devenu le chantre du mondialisme, gouverné par des gens élus par personne, au nom des valeurs démocratiques ? Cette modeste étude en appellera d'autres, c'est précisément l'espoir de ceux qui l'ont faite. Épisode 5. De la guerre froide à l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Les accords de Bretton Woods imposent l'étalon dollar à la place de l'étalon or et les États-Unis s'engagent à maintenir la convertibilité dollar-or dont le taux de change est fixé à 35 $ l'once. Sont mises en place des institutions supranationales, le FMI, la Banque mondiale, la BRI, le GATT, ancêtre de l'OMC, l'ONU et bien d'autres. Le but étant d'associer les États à ces organisations qui sont des émanations d'intérêts privés et de sociétés secrètes. En 1948, la Déclaration des droits de l'homme est en place et l'on se retrouve immédiatement dans une situation de guerre froide. On se retrouve immédiatement, déjà alors qu'on est soi-disant les meilleurs amis du monde, qu'on s'est rencontrés à Yalta, on se retrouve de suite dans la guerre froide, et dans cette guerre froide, qui on met en place à la tête du FMI, comme par hasard un agent soviétique, Harry Dexter White, qui a également participé aux accords de Bretton Woods aux côtés de Keynes. Et qui était avec Keynes pour mettre en place les accords de Bretton Woods. Donc un beau panier de crabes, et qui se retrouve à la tête du FMI. Il sera démis, je crois, 2 ans plus tard. Assez rapidement. Ouais, assez rapidement, bon. Il n'est pas resté longtemps. À la tête de la CIA, on retrouve Alan Dulles, à l'époque. Toute la fine équipe commence à se mettre en place, et en fait, qui seront les serviteurs d'intérêts particuliers et non pas d'intérêts des nations, quoi. Et à ce moment-là, on se retrouve également devant un autre problème, c'est la révolution chinoise, où on voit s'opposer 2 partis qui sont d'une part les nationalistes, entre guillemets, que sont Chiang Kai-shek, qui sont du côté de Chiang Kai-shek, et de l'autre côté, Mao Tse-tung, qui représente le communisme chinois. Le désengagement, l'abandon, je vais dire, de Chiang Kai-shek par les Alliés peut poser également question pourquoi on a abandonné quelqu'un qui d'ailleurs était marié avec une Chinoise qui avait vécu aux États-Unis, qui parlait parfaitement l'américain, qui avait rencontré Roosevelt, qui avait discuté donc directement de la situation chinoise, avec qui on avait fait des promesses à Chiang Kai-shek, et d'un coup, qu'est-ce qu'on se rend compte ? En secret, en fait, on favorise Mao Tse-tung en abandonnant Chiang Kai-shek, qui va replier sur l'île de Taïwan. Mais le conflit mondial à peine terminé, la guerre civile reprend et en dépit de l'aide matérielle américaine, minée par l'inflation et la corruption, le régime de Chiang Kai-shek perd peu à peu le contrôle. En décembre 1949, défait, les nationalistes se réfugient sur Taïwan et Mao peut régner sur une Chine territoriale réunifiée. Et arrive donc immédiatement la fameuse affaire de Corée. Donc la guerre de Corée va être un peu ce qui symbolise pour moi un peu la guerre froide, étant donné que c'est là qu'on va se rendre compte que des collusions existent réellement entre les capitalistes et les communistes. Pour résumer, la guerre de Corée donc, elle commence le 25 juin 1950 et finira le 27 juillet 1953. Donc c'est une partie de la Corée qui se révolte, c'est-à-dire les Coréens du Nord qui vont, soutenus par les Chinois et par l'Union soviétique, essayer de conquérir toute la Corée pour qu'elle devienne uniquement communiste. Donc de là, MacArthur est envoyé par les US pour essayer de répondre à cette attaque. Et en très peu de temps, en fait, MacArthur va balayer cette armée, il va quasiment même faire prisonnier toute l'armée nord-coréenne.
Et donc il va essayer de réorganiser la Corée, seulement il va se rendre compte que petit à petit il y a des centaines de milliers de volontaires chinois qui arrivent pour essayer de repartir à l'assaut. Et pendant 4 mois exactement, MacArthur il va essayer de signaler ça à l'establishment américain pour essayer d'avoir des renforts et pour signaler surtout que les volontaires qui arrivent ne sont plus des Coréens, c'était des Chinois. La guerre de Corée se poursuit. Sous la conduite du général Walker et du général Dean, héros des combats de Daejeon, les troupes américaines tentent désespérément de stopper l'élan des Nord-Coréens. Mais en dépit de leur ténacité, les Américains n'ont pu, dans la plupart des secteurs de combat, venir à bout d'un adversaire qui a jeté dans la lutte ses meilleures troupes, parfaitement aguerries et munies, ainsi que les officiers de contrôle des Nations Unies ont pu le constater, d'un matériel ultramoderne en provenance d'URSS. Donc comme on avait dit auparavant, on avait bien expliqué que les Américains avaient favorisé l'arrivée au pouvoir de Mao Tse-tung à l'encontre de Chiang Kai-shek. D'ailleurs, Chiang Kai-shek, quand il apprend que ce sont des Chinois qui arrivent en Corée, va redemander de l'aide aux Américains pour essayer de reprendre le pouvoir. Bon, sa requête restera vaine. Donc MacArthur, en fait, il va essayer de demander l'autorisation de bombarder les Chinois parce qu'il passe à un endroit qui s'appelle le pont de Yalu et qui permet aux Chinois de venir très rapidement essayer d'aider les Coréens. Cette requête restera sans réponse et on lui demandera même de ne surtout pas aller attaquer, de faire bombarder tous les arrière-postes chinois qui sont derrière le pont de Yalu. Et au bout d'un moment, MacArthur il décide quand même d'écrire au Congrès en expliquant que pourquoi on lui interdit d'aller se battre contre les Chinois et pourquoi on interdit surtout de divulguer le véritable adversaire. Et parce que le Sénat déjà lui avait envoyé au courrier par exemple pour expliquer comment se fait-il qu'il y avait autant de morts américains alors que la guerre était censée être terminée. Donc une fois que le Congrès apprend ces révélations par MacArthur, il y a une espèce de vent de révolte qui va souffler à Washington. On se demande comment se fait-il qu'on est allant à l'encontre de MacArthur. En fait, ça va se résoudre comment cette histoire? On va renvoyer MacArthur clairement et on va laisser poursuivre la guerre et se finir le 27 juillet 1953. Et c'est à ce moment-là que les Américains vont faire décider un truc, avec les Russes et les Chinois, on va couper la Corée en deux. Au nord, les communistes et au sud, on va dire les capitalistes, les pro-américains. Alors pendant ce temps-là, il y avait en 1950, il y avait un sénateur McCarthy qui était au courant de tous ces éléments subversifs qu'il y avait au sein du gouvernement et toutes ces collusions qui existaient entre les communistes et les capitalistes. On avait déjà parlé de l'affaire de Harry Dexter White, qui était un représentant du gouvernement qui était allé à Bretton Woods, notamment avec Keynes, et qui avait été sa conclusion avec le communiste était révélée. Et une fois cela appris, on avait constaté que Harry Dexter White avait été nommé directeur du FMI. Donc, en apprenant tout ça, McCarthy décide demander d'enquêter pour essayer de comprendre et de trouver toutes ces personnes qui étaient devenues communistes ou qui étaient communistes et qui servaient l'Union soviétique. Donc, une fois qu'il fait cette demande, en fait, il y a tout un début de scandale qui se met en place, où la presse qui est aux ordres du système et qui va vraiment mettre en place tout un contre-pouvoir face à McCarthy en lui disant qu'il va en fait vous accuser sans preuve, qu'est-ce qui se passe, vous n'êtes pas autorisé à faire ça. McCarthy ne se laisse pas impressionner et il va même prononcer un discours devant le Sénat pour expliquer qu'il avait le nom de 57 personnes qui étaient vraiment sûres qu'ils appartenaient au communisme. De là, il y avait une commission qui va se mettre en place, la commission Tidings, et qui va être vraiment faite pour essayer d'écarter McCarthy de toutes ces enquêtes et de tout ce remue-ménage qu'il est en train de mettre en place. Alors, durant cette commission, McCarthy, on ne le laissera même pas se défendre, en fait, il aura le droit à la parole à 20 minutes. Et en fait, on va se rendre compte que l'establishment va essayer de garder la main sur tout ça et on va charger Tidings de faire une déclaration à la presse dans laquelle il va expliquer que McCarthy en fait avait fabriqué de fausses preuves et qu'il avait truqué des documents pour faire croire à la population et au Sénat qu'il y avait des agents communistes infiltrés dans le gouvernement américain.
Donc pareil, une campagne de presse assez violente contre McCarthy, etc. Seulement en 1952, Eisenhower gagne les élections, c'est un républicain, et McCarthy passe président de la sous-commission d'investigation au Sénat. Donc à partir de 1953, il relance ses enquêtes, il reprend ses enquêtes, il va interroger plus de 500 personnes au sein du gouvernement et des départements d'État américains. Et une nouvelle fois, il va constater qu'il y avait une infiltration au sein de même du département de sécurité, dans l'armée. Il faut savoir qu'il y avait des personnes qui avaient des avancements alors qu'on avait constaté qu'ils étaient effectivement communistes. Et il y avait dans les cellules d'espionnage, dans les laboratoires des secrets américains, il y avait des communistes avérés qui travaillaient dans ces institutions. Donc pour prendre un exemple, il y a eu l'affaire Zwicker. Alors l'affaire Zwicker, en fait Zwicker c'était un général qui servait dans le Pacifique et qui avait permis l'avancement d'un major qui s'appelait Pérez, alors que lui, il faisait partie de ces gens qui étaient effectivement communistes. Donc le 30 janvier 1954, Pérez est convoqué par McCarthy et au lieu de répondre à toutes les interrogations de McCarthy, il va toujours invoquer le 5e amendement. Alors le 5e amendement de la Constitution des États-Unis, elle est, en fait, elle existe depuis 1787 et en fait elle vise à protéger contre les abus de l'autorité du gouvernement dans une procédure juridique. Il garantit la sécurité juridique, empêche d'être jugé 2 fois pour le même crime et empêche qu'une personne ait à témoigner contre elle-même. Ce 5e amendement, on en reviendra quand on parlera peut-être vaguement du 11 septembre, on en reparlera. Donc en fait cet amendement il sert aux personnes pour ne pas répondre aux questions d'une commission, du Sénat, voire même devant la justice. Donc face à ce refus de Pérez de s'expliquer, McCarthy va demander donc au général de venir s'expliquer à sa place. Alors ce général Zwicker, il va être assez phénoménal parce à chaque fois, de la même façon, il va éviter toutes les questions. Il va même se moquer carrément de McCarthy et de la commission des investigations. Alors suite à ça, McCarthy va vraiment s'énerver et McCarthy, c'est un militaire, il va être assez violent dans ses réactions face à Zwicker, et c'est ce qui va permettre une nouvelle fois la presse et les autres sénateurs qui étaient bien sûr aux ordres de l'establishment en place de relancer une polémique contre McCarthy. Donc de ce fait, une nouvelle fois, cette affaire va être complètement étouffée, on va lancer des campagnes de presse contre McCarthy, on va le déclarer la fameuse chasse aux sorcières face aux communistes. On va carrément le descendre et que McCarthy disparaîtra petit à petit de la politique américaine. Alors en même temps, en 1953, il y a une commission qui était parue au sein du Sénat, qui s'appelait la commission Jenner, rapport Jenner, et qui avait pour titre « Imbrication de la subversion dans les départements gouvernementaux ». Donc ça se passe en même temps que l'affaire McCarthy, c'est pour ça que ce rapport avait très peu d'écho vu la propagande qu'il y avait autour de l'affaire McCarthy. Et dans ce rapport, pour résumer, il expliquait clairement qu'il y avait des pénétrations soviétiques dans le gouvernement, et ce, dès la Seconde Guerre mondiale. Et souvent, ces personnages étaient dans l'ombre, c'est-à-dire qu'ils guidaient les recherches, ils écrivaient des discours et ils étaient beaucoup d'influence sur le progrès. Et il déclare même que le FBI et les gouvernements savaient. On reprend l'affaire Dexter White pour exemple, parce que c'est le plus connu, et qui montre clairement que malgré toutes ces preuves qui existaient, aucun communiste ne fut inquiété durant cette période. D'ailleurs, très peu de sanctions seront prises contre ces personnes. Donc cette affaire, pour moi, je pense qu'elle éclaire bien la situation qui se passe dans le monde à l'heure actuelle. On décide de créer une guerre entre les deux idéologies, on en avait parlé, qui étaient communistes et capitalistes, une thèse, une antithèse, qui allait permettre concrètement, surtout à certains complexes militaro-industriels, de pouvoir demander toujours des crédits pour produire plus d'armes. Et comme à chaque guerre, on se rend compte que la guerre, ça tue des personnes, mais ça enrichit énormément de monde, principalement les financiers et bien sûr les complexes militaro-industriels. Au-delà de ça, pour parler de la guerre froide, il faut aussi comprendre la façon dont l'idéologie a été mise en place petit à petit. On va reprendre un peu Ruskin, qui avait mis en place un peu cet état de fait qu'il fallait des élites pour contrôler le peuple, parce que c'était ces gens étaient élus un peu, donc ils se devaient de transposer un peu la vérité à tout le monde. Et à travers ces Ruskin, il y a eu 2 sociétés secrètes, on a déjà parlé de la Round Table, on aurait pu aussi parler des Fabians. Si on faisait un comparatif, on aurait une thèse, une antithèse, c'est-à-dire que la Round Table représenterait en quelque sorte une forme de capitalisme qui dirigerait le monde, alors que les Fabians sont vraiment du côté socialiste, qui sont aussi voués, mais à dominer quand même. Qui sont voués à contrôler le monde. Donc ces deux
ces deux thèses qui ont été développées aussi par Hegel, hein, exactement, dans ses différents ouvrages. Et le but de ces deux idéologies, c'est de toute façon de contrôler le monde, peu importe laquelle. Après, on verra que la synthèse sera mise en place. Hein. La synthèse idéale, pour eux, ça serait un capitalisme économique et un communisme politique. C'est-à-dire, en fait, les deux, sont les deux qui gèrent le pouvoir. La thèse et l'antithèse sont faits pour se rejoindre. Exactement. Donc, d'un côté, on aura le camp américain qui sera donc qualifié de capitaliste, et on aura d'un côté capitaliste, libéral, démocratique. Voilà, tout ce qu'on veut. Enfin, voilà. Et d'un côté, les Russes, qui sont autocratiques. Ce sont des dictatures sanglantes. Ouais, exactement. Donc toute cette propagande. D'ailleurs, qui le seront, sanguinaires, parce que les crimes du communisme, qui a été, bon, rappelons-le, mis en place en Russie par Wall Street, c'est 200 millions de morts à minima. L'affaire du McCarthy se termine en quelle année? 1953, ça suit. En 53. On arrive dans les années 53, et à partir de là, justement, va commencer à se poser la question d'un complot, le mot complot, qui était accepté à ce moment-là. La CIA, il faut savoir que c'est elle qui a converti le terme théorie du complot en arme contre celui qui l'invoquait. On voit par exemple qu'enfin, en août 2013, la CIA admet son rôle dans le coup d'État en Iran, qui a permis de renverser Mohamed Mossadegh en 1953, sous l'égide d'une opération qui s'appelait Ajax. Dans le cadre de cette opération, bon, il y a eu des actes de terrorisme sous fausse bannière qui ont coûté quand même la vie à 300 civils. Allen Dulles va organiser en mai 1953 l'opération Ajax, le premier d'une longue série de coups d'État entièrement gérés par la CIA. À Téhéran, le Premier ministre iranien Mossadegh vient de décider la nationalisation de l'Anglo-Iran Oil Company. Les Britanniques organisent un embargo international à l'encontre de l'Iran, plongeant le pays dans le chaos. Mais les compagnies pétrolières anglo-saxonnes qui quittent le pays jugent cette mesure insuffisante et poussent le Premier ministre anglais à demander au président Eisenhower de les aider à se débarrasser de Mossadegh. C'est Allen Dulles qui mettra au point son renversement et le retour au pouvoir du jeune Shah Reza Pahlavi, qui dirigera le pays jusqu'à sa chute 25 ans plus tard. Voilà, c'est-à-dire que on voit d'une part, l'Amérique commencer à pousser ses pions du côté du Moyen-Orient, mais qui va pas tarder à s'engager dans une autre guerre rapidement. Alors, il y a bien entendu, il y a l'affaire justement du golfe du Tonkin. Alors l'affaire du golfe du Tonkin, elle est très simple. Maintenant, c'est reconnu, voilà. On sait que le 4 août 64, le président Lyndon Johnson se rend à la télévision nationale pour annoncer à la nation que les forces nord-vietnamiennes ont lancé des attaques sur des destroyers américains dans le golfe du Tonkin. Les nord-vietnamiens auraient soi-disant attaqué des navires américains. Réponse est donnée, déclarait Johnson. Le Congrès donc passe aussitôt la résolution du golfe du Tonkin qui a permis de donner à Johnson une autorité pré-privée pour mener des opérations militaires contre le Nord-Vietnam. Arrivé donc en 69, plus de 500 000 soldats américains se battaient en Asie du Sud-Est. L'affaire donc du golfe du Tonkin est reconnue aujourd'hui comme une fausse attaque. Jamais le Nord-Vietnam n'avait attaqué les navires américains. Le navire attaqué était l'USS Maddox, et les preuves irréfutables d'une seconde attaque étaient une ruse, quoi. Donc ceux qui veulent vérifier l'affaire du Tonkin verront que en fait, le prétexte utilisé par Johnson pour rentrer en guerre contre le Vietnam est aujourd'hui une affaire basée sur un mensonge. My fellow Americans. In 1964, President Lyndon Johnson falsely claimed that an attack on U.S. gunships by North Vietnamese forces in the Gulf of Tonkin gave him no choice but to escalate the war in Vietnam. Renewed hostile actions against United States ships on the high seas in the Gulf of Tonkin have today required me
to order the military forces of the United States to take action in reply. On n'est pas là pour dire si les Nord-Vietnamiens sont des bons ou les Américains sont des mauvais ou lycée de Versailles, mais c'est encore une guerre qui recommence avec un faux prétexte. C'est une culture. Alors, je suis passé en 64, 61, alors là bon, il faudrait prendre déjà la révolution cubaine. Déjà au départ, Fidel Castro, Cuba, c'est je veux dire, une base arrière de toutes les opérations mafieuses, de trafic, de jeux, de drogue, etc. pour les Américains. Donc Batista, à l'époque, le dictateur, il était facilement corruptible. Oui, il était à vendre pas trop cher. Donc, les Américains, parce qu'au départ, Fidel Castro n'est pas pro-communiste du tout au départ. Quand il commence sa révolution, Che Guevara l'était, etc. Bon, par contre, quand il s'est rendu compte parce que Castro s'est attaqué donc au parrain de la mafia, quand il a attaqué Cuba, il s'est rendu compte qu'il s'attaquait au parrain de la mafia. Et là, il s'est rendu compte également que l'establishment américain se retournait contre lui, et c'est là que lui s'est retourné du côté des Russes. Mais au départ, il part pas du tout, il est plutôt nationaliste, Castro, c'est un nationaliste, c'est pas un communiste. Et c'est là qu'il est passé, il a compris qu'il n'avait pas le choix, il fallait qu'il choisisse un camp, comme d'habitude. C'est toujours cette médaille à deux revers. Et donc, ce coup d'État, on va dire, on va pas revenir sur donc cette révolution cubaine. Castro arrive à s'installer et forcément, il s'allie, oui, avec les Russes, quoi. Ça, c'est sûr. À ce moment-là, les Américains, c'est insupportable, c'est un affront pour eux. Donc, ils vont décider, ils vont mettre en place un plan, ça s'appelle l'opération Northwood. Alors, ils mettent un plan absolument extraordinaire en place. Ils décident qu'il faut obtenir l'assentiment du Congrès. Et donc, ils vont mettre en place tous les actes de terrorisme possibles, c'est-à-dire, ils vont penser les actes terroristes qui pourraient enlever l'assentiment du Sénat. Alors, ils prévoyaient des avions détournés, des naufrages de navires américains, des meurtres d'Américains dans les rues de Washington, et même une catastrophe mise en scène par la NASA qui mettait en jeu la vie de l'astronaute John Glenn. Je ne sais pas si vous voyez l'opération Northwood. Il aurait tout passé par la tête aux Américains. Et c'est là qu'ils font le fameux débarquement de la baie des Cochons, une catastrophe. Depuis l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro, des exilés cubains rêvent à la revanche, à la reconquête de Cuba. La CIA, le service de renseignement américain, a fait approuver le projet par le président Eisenhower. John Kennedy en a hérité et a donné son accord. À Miami, en Floride, on recrute. Un peu plus de 1500 hommes vont former la brigade 2506. Ils débarquent ce 17 avril 1961 dans la baie des Cochons, mais les Cubains sont sur leur garde, 200 000 miliciens et soldats les attendent. Après 48 heures de combat, les envahisseurs se rendent. L'opération a fait une centaine de morts dans chaque camp. Le gouvernement américain échangera en décembre 1962 les membres de la brigade 2506 contre une rançon de 62 millions de dollars en vivres et en médicaments. C'est l'opération la plus désastreuse de la CIA. Le régime de Fidel Castro sort renforcé de l'épreuve, mais le prestige de Kennedy, qui est président depuis quelques mois, est gravement atteint. Peu après, de toute façon, Kennedy a été assassiné en 63. L'affaire de la baie des Cochons, c'est 1962. Un personnage absolument sulfureux commence à arriver aussi sur la scène internationale, c'est M. Kissinger. Voilà, qui commence à émerger dans la diplomatie américaine, mais ça, c'est une autre histoire. Ladies and gentlemen, the President of the United States. Good evening, my fellow Americans. We now stand 10 years past the midpoint of a century that has witnessed 4 major wars among great nations. Until the latest of our world conflicts, the United States had no armaments industry. American makers of plowshares could,
with time and as required, make swords as well. But we can no longer risk emergency improvisation of national defense. We have been compelled to create a permanent armaments industry of vast proportions. Added to this, 3.5 million men and women are directly engaged in the defense establishment. Now, this conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in the American experience. The total influence, economic, political, even spiritual, is felt in every city, every state house, every office of the federal government. We recognize the imperative need for this development, yet we must not fail to comprehend its grave implications. Our toil, resources, and livelihood are all involved. So is the very structure of our society. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together. La commission présidentielle sur l'assassinat du président Kennedy, connue sous le nom de commission Warren, est une commission présidentielle américaine créée par un décret du président Lyndon Johnson le 29 novembre 1963 pour enquêter sur les circonstances de l'assassinat du président Kennedy. Toute personne contestant son rapport final sera taxée de complotiste, comme le voulait l'agence de renseignement américaine, la CIA. C'est dans le document 1035-960 de la CIA, déclassifié en 1976, que l'on trouve les preuves de ce plan, permettant de discréditer tous ceux osant remettre en question les vérités officielles.